Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être là au complet pour une très belle salle. Il en manque. Non, ils sont debout au fond et ils n'ont pas encore réussi à arriver jusqu'au dernier siège vide. Je crois que c'est surtout ça le problème. Merci beaucoup Bertrand Blier d'être avec nous ce soir pour cette rétrospective. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Non, mais vous étiez venu l'année dernière et on s'était donné... Dans un climat différent. Oui, mais on s'était dit, un film c'est bien, mais plus c'est mieux. Plus c'est mieux, oui. Voilà, donc on avait dit qu'on ferait ensemble cette rétrospective. Et je voudrais remercier pour nos partenaires sur cette rétrospective, l'Hôtel Crown Plaza, La Dépêche, France Bleu et Le Move. Bertrand Blier, alors nous, on est très heureux d'avoir 1 heure de discussion avec vous. Parce que Une heure au moins, tous ensemble, parce que moi je suis là, mais après bien sûr c'est la salle qui va prendre un micro et dialoguer avec vous. Parce qu'en préparant cette rétrospective, on s'est rendu compte qu'il y avait des articles sur vous, un certain nombre, à chaque fois à la sortie de films. Oui, il y a c'est un normal. livre, mais il n'y a pas, enfin on n'a pas trouvé de longs moments de discussion avec vous sur vraiment le cinéma, votre conception du cinéma, le travail. Donc on est très heureux d'avoir ce moment un peu privilégié avec vous pour balayer comme ça plusieurs années de travail, Beaucoup 18 films. Et ma première question... 18 films, c'est pas beaucoup. Hein. Ça dépend lesquels quand même. Ouais. Parce que 18 films, c'est pas non plus n'importe lesquels, ceux qui sont dans cette filmographie. Ma première question, c'est évidemment, elle tient un peu aux origines pour commencer cette entrée en cinéma. Comment vous entrez en cinéma? Qu'est-ce qui fait que... C'est grâce à ma mère. Puisqu'elle m'a mis au monde là où il fallait, quoi. C'est-à-dire, racontez-nous plus en détail, parce que certains savent, mais pas tout le monde. Elle vivait avec un jeune acteur, en 1939, avant, évidemment, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Hein. Et donc, talentueux, le jeune acteur, pas connu évidemment, mais talentueux. Et donc, ils ont fabriqué ce premier enfant, ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale immédiatement. Et donc il a fallu attendre un peu pour se réjouir, mais voilà, donc il se trouve que quand j'ai eu l'âge auquel on commence à dire à ses enfants qu'est-ce que tu vas faire plus tard, moi je ne savais pas, ça inquiétait beaucoup mon père d'ailleurs. Et puis un jour je lui ai dit je voudrais être metteur en scène de cinéma. Parce que j'avais rencontré Henri-Georges Clouzot, j'avais rencontré des gens avec qui j'avais... Et donc il m'a dit tu vas t'emmerder toute ta vie, mais je t'aiderai. Et il m'a aidé 6 mois, parce qu'il ne pouvait pas faire le boulot à ma place. C'est-à-dire qu'il m'a entrouvert quelques portes, quoi. Mais c'est parce que justement, vous avez eu ces rencontres à la maison, des gens qui venaient, Henri-Georges Clouzot, Lautner, peut-être d'autres, et cette proximité de avec le savoir, cinéma. parce qu'on ne peut pas dire... Il y a des tas de familles, des familles de médecins, où il est de tradition que les enfants soient médecins, puis tout d'un coup, il y en a un qui va être cavalier, ou qui va faire totalement... On peut pas... C'est pas parce que j'ai vu des gens de spectacle toute mon enfance que j'ai eu l'envie de faire ça. Je crois que c'est autre chose, c'est plus culturel. La grande chance que j'ai eue, c'est pas forcément d'avoir un père acteur, c'est d'avoir un père qui aimait beaucoup les livres et qui lisait énormément et qui achetait énormément de livres. Et alors, comme il était bibliophile, il avait 2 bibliothèques. Il en avait une dans son bureau où il mettait ses œuvres anciennes, des originales de Molière, des choses comme ça. Il n'avait que des livres anciens. Et tous les livres qu'il achetait au jour le jour, les parutions dans les années, par exemple, dans les années 50, qui étaient fameuses, il les mettait dans ma chambre. Et moi, il m'avait fait faire une bibliothèque dans ma chambre. Et il n'avait pas pensé que peut-être je pourrais les lire. Ce qui fait que j'ai lu trop jeune beaucoup de bouquins. Quand je dis trop jeune, c'est vraiment trop jeune, quoi. Histoire d'eau à 9 ans, par exemple, ou des choses comme ça. Et alors donc, surtout de la littérature américaine dont je faisais mes nuits. Et donc ça, je pense que ça m'a marqué peut-être autant que le fait d'être le fils d'un acteur. Parce que c'est pas le tout d'être le fils d'un acteur célèbre, mais il faut encore que ce soit un grand acteur. Parce que sinon, il se passe rien. Donc l'entrée dans le cinéma, elle se fait par l'écriture, par la lecture, par les mots? Non, elle se fait par j'ai été stagiaire, j'ai été apprenti, j'ai fait tous les boulots. Parce que j'avais aucune ambition d'écrire. Je ne savais même pas que j'allais le faire. Je
Je n'ai jamais pensé que j'allais me servir d'un stylo. Je pensais que j'allais être assistant, deuxième assistant, premier assistant, puis peut-être metteur en scène vers 30 ans, si tout allait bien. Ce qui était à l'époque la filière recommandée. Et j'avais souvent entendu des gens dire, si jamais un jour tu fais un film, surtout n'écris pas toi-même ton scénario. Et si tu l'écris, il ne faut jamais écrire seul, il faut toujours être deux. C'était le genre de conneries qu'on entendait à cette époque-là. Donc je me suis après j'ai fait tout à fait le contraire. Je me suis toujours débrouillé pour être seul. Alors l'écriture, c'est quelque chose de très important pour vous. Justement, vous écrivez vos scénarios, oui. Vous les mettez en scène. Pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce que... C'est pas un choix, c'est un hasard. Quand on n'est pas destiné, quand on n'a pas envie d'être écrivain, on ne devient pas écrivain comme ça. Il y a un moment où on se met devant du papier, il y a quelque chose qui sort. Alors bon, j'ai pas commencé à écrire vraiment avant la trentaine quand même. Hein. Donc je m'y suis mis, puis des choses ils sont apparus sur le papier, et puis là j'ai fait lire à des gens, j'ai fait lire à quelques amis en qui j'avais toute confiance, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des conseils, et j'ai écrit un livre qui était le roman Les Valseuses, qui m'a pris beaucoup de temps, et qui a eu la chance de marcher en librairie. Donc évidemment, tout de suite derrière, j'ai eu des producteurs, et j'ai pu faire le film. Mais j'ai fait le film grâce à la littérature, grâce au stylo. Et alors vous parlez d'expérience d'écriture à deux et que très vite vous avez abandonné cette cette voie. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours écrit mes films moi-même, sauf quelques cas exceptionnels avec un copain qui venait comme ça en guest, en invité, pour me donner un coup de main. Mais la plupart du temps, je me suis aperçu que c'est... Parce que ça m'est arrivé une fois ou deux d'écrire avec quelqu'un, et je me suis aperçu que c'est beaucoup plus dur d'être deux que d'être tout seul. Parce qu'à deux, ça veut dire deux intelligences qui sont face à face et qui essayent d'épater l'autre. Il y en a toujours un qui essaye de faire rire l'autre ou de faire peur à l'autre. Donc on va trop loin, on est tout de suite dans l'excès. Alors que quand on est seul, il y a une espèce de rigueur, enfin pas de rigueur, mais il y a une continuité dans les idées qui se succèdent, qui fait que ça tient mieux debout. Alors que l'addition d'intelligence, le cinéma n'est pas un métier qui nécessite beaucoup d'intelligence. Il vaut mieux être un peu bêta, mais on le voit chez plein de metteurs en scène qui voient des films célèbres, où si on les analyse, on voit des choses très simples. Mais ce qui est important, c'est de les faire avec conviction et d'y croire. Le cinéma, c'est ça. Il suffit de filmer un visage et on a compris le cinéma. Alors l'écriture, comment... Alors bien sûr, chaque film a son histoire et chaque histoire est différente, mais comment est-ce que vous travaillez pour l'écriture ? Vous observez beaucoup, j'imagine, vous notez ? Est-ce que vous travaillez comme un écrivain qui a toujours un petit carnet, qui note des situations, des phrases, ou bien comment ça se passe ? Oui, je travaille comme un écrivain, mais un écrivain un peu spécial, parce que j'ai écrit des romans, donc je sais ce qu'est la différence entre le roman et le scénario. J'essaye de pas trop en faire, d'ailleurs. Quand j'écris un film, j'essaye de ne pas trop me dire que j'écris un film. Je préfère me dire j'écris quelque chose. Ça sera peut-être un roman, alors j'essaye de pas trop partir dans le roman, mais je ne suis pas braqué sur la forme du scénario. La forme du scénario ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire. Et puis ensuite, on réécrit toujours 2 fois ou 3 fois pour le cinéma. Donc la deuxième écriture peut être plus technique, plus cinématographique que la première. Mais j'ai tendance à mélanger un petit peu les genres et à me dire, quand je fais un film, je filme un roman. Et quand je fais un roman, je raconte un film. Et quand je fais une pièce de théâtre, on mélange tout. Et je crois que ça communique. C'est la même chose. Bon, on passe par des procédés techniques différents, évidemment. Mais l'idéal, ce serait d'écrire toujours le roman et d'écrire toujours le roman et de faire le film après. Mais il faudrait 2 vies pour faire ça. Est-ce que vous pouvez écrire pour quelqu'un d'autre qui met en scène ? Vous l'avez fait pour les côtelettes, pour la pièce de théâtre.
Est-ce que c'est Oui, mais possible c'était pour moi un qui film? l'avais écrite, là. Oui, c'est vous qui l'avez Oui. écrite. Mais fait le film aussi. Oui, le film aussi. Mais je veux dire, est-ce J'ai que pas vous joué. pouvez écrire un scénario? Oui, je peux le faire. J'ai essayé de le faire parce que c'est très agréable comme boulot et c'est reposant. Mais ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Pourquoi? Parce que je l'ai fait quand j'avais déjà fait quelques films qui avaient marqué un peu les esprits. C'était comme par exemple Les Valseuses, Buffet froid, etc. C'est-à-dire que les metteurs en scène avec lesquels je travaille sont tétanisés. Parce qu'ils se disent, si je dis une bêtise, ils vont pas oser me le dire. Parce qu'ils se disent, bon, il a fait Buffet froid, il a fait... Bon, d'accord. Et moi, je vais pas oser proposer des idées au metteur en scène, en général plus jeune, qui est en face de moi, parce que je me dis, bon, il va avoir peur. Donc il y a une espèce d'autocensure des deux côtés, et on n'arrive à rien. Ou à un très mauvais scénario. Donc je pense que maintenant, je vais m'abstenir de ce genre d'expérience. Alors, vos scénarios, enfin vos films sont très écrits, c'est une évidence, tout le monde le remarque. Comment ça se passe avec les acteurs? Est-ce que vous partagez à un moment l'écriture du scénario? Est-ce qu'à un moment, des scénarios peuvent être modifiés en cours de tournage parce qu'il y a une rencontre avec un acteur? Est-ce que ça peut se passer ou est-ce que le scénario, quand il est écrit, quand vous savez qu'il est abouti, on n'y touche plus? En général, on n'y touche pas trop. Là, au départ, on propose le film à des acteurs. Alors, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Mais quand ils disent non vraiment, quoi. C'est-à-dire que mes films sont pas anodins. C'est-à-dire que si on dit oui, on sait où on va et parfois c'est hard. Donc, ils disent oui ou non. Mais quand ils disent non, on n'insiste pas. S'ils disent oui, il peut y avoir certains accommodements, particulièrement avec les actrices, qui disent, écoute, là, t'es peut-être pas obligé de me déshabiller tous les quarts d'heure, c'est peut-être pas utile, etc. Alors on discute, et puis en fait, on arrive à des points de rencontre. C'est pas... Mais en général, je modifie pas. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'être violemment attaqué sur quelque chose et d'être obligé de réécrire. Sur quoi? Mais Sur quoi? c'est assez... Bah, ça, je peux pas vous le dire. D'accord. Je suis comme Raffarin, je pratique la langue de bois. Non, on peut pas dire parce qu'il y a des gens qui sont toujours là et qui... Il y a plein de trucs qu'on peut pas dire. On dit toujours que ça s'est bien passé, que c'est un métier merveilleux, mais on ne dit pas les cauchemars. Il y en a. Alors, les acteurs, les actrices, les comédiens en général sont au centre de votre travail. Vous avez beaucoup d'attention pour eux, beaucoup d'affection pour eux. Quelle est votre façon de travailler avec les acteurs? Encore une fois, c'est pas toujours la même chose, évidemment, il y a des personnalités différentes. Mais est-ce que le terme, on parle beaucoup de direction d'acteur, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens pour vous? Ou est-ce que vous laissez les acteurs dans une très grande liberté? Quelle est votre relation? La direction d'acteur, c'est assez vague, ça ne veut pas dire grand-chose. On me pose souvent des questions là-dessus. Je crois que dans le métier de metteur en scène, il faut savoir changer de métier sans arrêt. C'est-à-dire que chaque film est un exercice différent, nouveau. C'est-à-dire que chaque film nécessite une méthode de travail particulière. On ne fait pas Trop belle pour toi de la même manière qu'on fait Buffet froid ou qu'on fait Les Valseuses. C'est le même metteur en scène qui a fait les trois, mais à chaque fois, j'étais un nouveau. Donc, par exemple, on ne dirige pas Gérard Depardieu comme on dirige, je ne sais pas, Alain Delon, par exemple. Ce n'est pas la même façon de travailler. Donc, il y a des acteurs à qui, d'abord, Gérard Depardieu, on ne le dirige pas. Il est là, il faut faire avec. Alors, on peut lui dire simplement un peu moins fort, un peu plus fort, mais c'est tout, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est génial. Donc, c'est lui qui mange. On écrit le dialogue, on écrit le film, lui, il vient, il mange tout. Et on le regarde manger le film, quoi. Et c'est ça, le film. Mais c'est rare. Il y a d'autres acteurs qui sont aussi talentueux que Gérard, mais qui sont, comme était Patrick Devers, par exemple, qui était plus à l'écoute, qui attendait qu'on lui parle, qu'on lui explique des choses. Je me souviens de Patrick, il arrivait toujours le matin
pour le premier plan, il venait vers moi, il me disait, Bertrand, j'ai pensé à un truc, j'ai une idée pour le premier plan qu'on va faire là. Je te le dis, hein, tu vas me le refuser, tu vas me dire que c'est stupide, mais je te le dis. Et alors il me racontait une idée, et je lui disais rien, il me disait, bon, ça va, j'ai compris. À mon regard, il voyait que... Mais voilà, mais il était comme ça. Chaque acteur a une approche à son angoisse, à son trac, ou son plaisir, et donc on peut pas... c'est pour ça que la direction d'acteur, je n'aime pas trop en parler, parce qu'à chaque fois, je crois qu'il faut être un nouveau directeur d'acteur différent et les diriger autrement. Je pense qu'on ne les dirige pas énormément, les acteurs. On les aide, parce qu'ils savent se diriger eux-mêmes, mais on les aide à faire le métier, à faire le travail, comme un manager de boxe. Mais on ne les fait pas être bons ou mauvais. Un acteur qui est mauvais, il n'y a rien à faire pour qu'il soit bon. Vous les faites répéter avant le tournage? Comment vous travaillez avec eux ou pas? Comment ça se passe? Je les fais répéter un peu, oui, bien sûr. Mais je les fais répéter au dernier moment. Je ne les fais pas répéter 15 jours avant. Je les fais répéter le jour même. Comme vous, oui. Mais moi, je ne suis pas partisan de travailler trop. Hein. Je pense qu'il ne faut pas trop travailler. Il faut qu'il y ait de la spontanéité dans le cinéma. Et les acteurs, particulièrement, ils sont merveilleux à la première prise. Ils peuvent être meilleurs encore à la deuxième. À la troisième, ils commencent à être un peu moins bien. Donc, parfois, il faut aller jusqu'à 5, 6 pour retrouver la naïveté de la première. Donc, tout ça est très... Chaque film, chaque acteur, chaque expérience amène à se comporter différemment. Avec les femmes, c'est pas la même chose qu'avec les hommes. La direction n'est pas la même. Il faut être plus câlin. Voilà, donc... Mais c'est pas un problème fondamental du cinéma, la direction d'acteurs. Ce qui est difficile, c'est le casting. Il faut engager les meilleurs. Si vous prenez les meilleurs, vous n'avez pas de problème. Et alors le casting, comment ça se passe justement? Le casting, c'est... Vous le faites vous pour vos films? Comment vous faites? Pour les rôles principaux, oui. Pour les rôles principaux, j'essaye d'écrire, maintenant que je les connais tous, pratiquement, j'essaye d'écrire pour un acteur idéal, qu'en général j'ai, mais que j'ai pas toujours. Et après, il y a les autres rôles. Alors là, on fait appel à un travail en équipe. Il faut rencontrer beaucoup d'acteurs, les parler avec eux. C'est un moment très agréable du cinéma, ça, parce qu'on rencontre des acteurs toute la journée. C'est un moment que vous aimez particulièrement, ou quelle est la place? Enfin, je veux dire, le moment de l'écriture, il est très important. Est-ce que c'est un moment que vous aimez, l'écriture, ou est-ce que c'est par rapport justement à ce travail de rencontre, de... L'écriture, j'aime forcément ça parce que j'ai écrit toute ma vie, donc sinon je l'aurais pas fait. Mais on est content quand ça s'arrête. Ce qui est bien, c'est quand le scénario est fini, quoi, et qu'on se dit bon, maintenant on va rentrer dans la vie normale. C'est-à-dire qu'on va voir des gens, on va parler, on va faire des réunions, on va aller dans des restaurants, on va boire des coups, on va engager une équipe technique et toutes ces choses de la société, parce que l'écrivain est tout seul. Hein. Et donc, tout d'un coup, ça devient ludique, ça devient une récréation. Et puis alors après, il y a le moment le plus agréable, qui est le tournage, évidemment. Le tournage, pour moi, ça a toujours été considéré ça comme des vacances. Des vacances de folie, mais des vacances quand même. Toujours. Presque toujours, oui. Même quand c'est dur. Oui, c'est ça. Même quand c'est dur. Même quand c'est dur, parce qu'il y a un challenge, il y a quelque chose parfois d'impossible. Moi, ça m'est arrivé de tourner des scènes en me disant, mais quel imbécile d'avoir écrit ça, c'est pas tournable. Et donc, de regarder mon équipe autour de moi et de voir dans leurs yeux cet air navré qu'ils ont de se dire, ce pauvre Bertrand, là, il est drôlement dans la merde, il va pas y arriver, et comme on peut rien faire pour lui, c'est lui qui l'a écrit. Alors bon, on y arrive quand même, la plupart du temps. Alors sur les thématiques que vous abordez souvent quand on lit ce qui a été écrit, quand on lit les articles, évidemment on retrouve toujours les mêmes choses. On retrouve le provocateur, on trouve le moraliste sans morale, on trouve évidemment le misogyne. Comment vous réagissez par rapport à toutes ces
Qu'on entend moins ces étiquettes, mais qu'on a beaucoup entendu à certains moments sur certains de vos films. Moi, j'ai été attaqué, ce qui est normal, parce que moi, j'ai attaqué aussi. Moi, j'ai fait des films en braqueur, c'est-à-dire que j'ai attaqué le public. Les valseuses, c'est un hold-up quand même. D'ailleurs, il y avait des gens qui venaient voir les valseuses, et pendant qu'ils voyaient le film, on leur piquait leur bagnole. Enfin, pas moi, mais les mecs dans le coin. Ah oui, oui. Et donc, pas beaucoup, mais c'est arrivé. Voilà. Et vous donc, braquez le public, mais pourquoi vous dites ça? On braque le public en violente. C'est-à-dire qu'on fait un film, par exemple, qui a des très mauvaises manières. Les valseuses, c'est un film qui a des très mauvaises manières. C'était vraiment épouvantable. Moi, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu un producteur assez fou pour me dire vas-y, c'est formidable. Moi, tout seul, je l'aurais pas fait. Et donc, les spectateurs qui venaient voir ce film, il y en avait qui détestaient. Mais ils disaient tellement que c'était abominable qu'ils faisaient venir tout le monde. Alors, il y avait la moitié des gens qui étaient morts de rire, et une autre moitié qui tirait la tronche. Et donc, mais c'est ça, faire circuler un film ou autre chose, ou un bouquin, c'est pareil. C'est ça qui fait la vie des œuvres d'art, plus ou moins. Vous vous revendiquez aussi souvent comme un cinéaste populaire. En tous les cas, vous dites je veux faire du cinéma populaire. Et ça, c'est quand même... c'est rare dans le cinéma français, Non. Le revendiquer. Je ne l'ai pas revendiqué. Non, je ne l'ai pas revendiqué avant. Mais j'ai constaté simplement que quand on fait les valseuses, on fait forcément du cinéma populaire. Il y a 5 millions de gens qui sont allés voir le film après la première année. C'est forcément populaire. Sinon, on fait des films plus confidentiels, qui peuvent être très beaux, ça m'est arrivé. Buffet froid a fait beaucoup moins, mais c'est un film que j'aime. Mais le cinéma populaire, on peut en parler quand on en a fait. Et si on n'en fait pas, on ne peut pas dire mon ambition, c'est de faire du cinéma populaire. Non, vous le constatez après. Mais quand on est capable de le faire, on peut dire à ce moment-là, moi j'aime faire du cinéma populaire. Mais ce qui est formidable, et ce qui a toujours été mon combat, c'est de faire du cinéma populaire d'auteur. C'est-à-dire d'associer dans le même film un travail d'auteur classique à la française, par l'écriture, par le choix des histoires, mais avec une mise en scène et une percussion qui fait que ça va éventuellement pouvoir être populaire, c'est-à-dire être vu par beaucoup de monde. Et ça, c'est très rare dans le cinéma français. C'est assez rare, oui, c'est rare. C'est rare dans tout le cinéma du monde. C'est assez rare. Alors, il y a des exemples célèbres, des metteurs en scène qui sont passés, qui ont surmonté tous les obstacles pour faire des grands succès comme Fellini ou des gens comme ça, avec des films difficiles, mais qui avaient une telle force de pénétration que, bon, on ne résistait pas. C'était des tsunamis. La Dolce Vita, on ne peut pas dire que c'était un film facile. C'était un film merveilleux, mais qui n'était pas destiné au plus gros public, et qui a quand même fait le tour du monde et qui a été vu par tout le monde. Donc il y a ce combat-là, et je crois que c'est un des rares trucs intéressants du cinéma, c'est que, parce que le cinéma n'est pas aussi magique qu'on le pense, mais c'est que cette possibilité qu'on a de toucher le plus grand nombre avec quelque chose où il y a quand même de la recherche, une recherche artistique, ce qui n'est pas évident dans toutes les disciplines. À moins d'être Picasso, évidemment. Alors, il y a des micros, donc surtout n'hésitez pas à lever la main et on vous apporte un micro. Attendez qu'il arrive jusqu'à vous parce que sinon, personne ne vous entendra. Merci, monsieur. Bonsoir. Je voulais savoir, votre premier film, je crois que c'est Hitler ne connaît pas, et on le voit jamais, ce film. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est toujours vivant, il est là, mais c'est un film expérimental que j'avais fait quand j'étais très jeune et que j'aime beaucoup, qui est une expérience intéressante, mais qui est un film qui n'est pas du tout destiné à être populaire. C'est un film qui peut passer à la télévision, d'ailleurs il est passé, et il a tout à fait sa place sur Arte à 11h du soir, par exemple, ou même plus tard encore. Mais on ne peut pas en faire grand-chose d'autre aujourd'hui. Il n'a pas été fait pour être vu 40 ans après. Mais il existe en DVD. Il y a un coffret de mes films qui est paru dans lequel il y a un DVD avec Hitler connaît pas dedans. Mais je ne sais pas si on le trouve encore. Il coûte une fortune. Et je touche à rien dessus. D'autres questions ?
Oui, au milieu, là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai lu l'article de la Dépêche là aujourd'hui. Je suis très étonné de la façon dont vous parlez de votre métier. Parce que moi j'avais cru y comprendre que vous y disiez que la mise en scène, c'est quelque chose que vous aviez découvert sur le tard, genre avant 68, la nouvelle vague, ça n'existait pas. Et là, j'entends parler de mise en scène. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière la mise en scène en cinéma? Moi, c'est un truc qui m'interroge. Et deuxième chose, je ne me souviens plus, et c'était dans le même article pourtant. D'aujourd'hui. Ouais. C'est frais quand même. Hein. Ouais, c'est très frais, c'est très frais. Ouais. C'est très frais. Mais on peut laisser Bertrand Blier répondre à la première question. J'ai pas bien compris votre première question sur la mise en scène. J'ai dû dire que... Moi, j'avais entendu qu'en gros, dans votre culture à vous, mise en scène connaît pas, c'est un terme qui est arrivé sur le tard, et je l'ai pris comme ça. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est exact. La mise en scène, avant l'arrivée de la nouvelle vague, on ne parlait pas des metteurs en scène, ou très peu. On n'allait pas voir les films pour un metteur en scène. On allait voir le dernier Fernandel, le dernier Gabin, le dernier voilà, Bourvil. Mais moi, j'ai été élevé dans un monde d'acteurs. Et mon père, il me parlait de metteurs en scène. Mais il n'y avait pas ce côté-là, il n'y avait pas cet amour des metteurs en scène qui a commencé après, au moment de la nouvelle vague. Et donc, on connaissait pas trop, moi je connaissais pas trop de metteurs en scène, j'en avais rencontré un, deux, trois, mais ça faisait pas partie des choses pour lesquelles j'avais de la vénération. Et puis un jour, j'ai découvert, quand j'avais 15-16 ans ou 17 ans, j'ai découvert, grâce à Henri-Georges Clouzot, ce que c'était qu'un metteur en scène. Parce que je l'ai eu en face de moi, j'ai parlé avec lui, et là j'ai compris. Et j'ai compris que c'était le seul métier intéressant au monde à faire. C'est-à-dire ? Metteur en scène. Oui, mais... et du coup, c'est quoi ? Pardon ? Et du coup, c'est quoi, alors ? La mise en scène ? Bah, c'est faire des films. Avec tout ce que ça comporte, la mise en scène, c'est tout. Hein, c'est l'écriture, le montage, le tournage, la musique... le casting, la pub, le lancement, les tournées en province, enfin tout, quoi. Tout le boulot, les voyages. Ok. Alors, et après, c'était dans le même article et j'étais étonné. Enfin, quelque chose m'interroge, c'est pourquoi vous dites que vous n'avez pas une culture de cinéphile ? Non, alors que vous, dans le même article, il dit que vous alliez 4 fois au cinéma par semaine. À l'époque, c'était quand même assez rare, quoi. Non, à cette époque-là, on allait au cinéma 3-4 fois par semaine parce que on avait l'âge, mais j'allais pas à la cinémathèque. J'allais voir des films dans mon quartier. Il y avait des cinémas de quartier et je voyais tous les films qui passaient. Mais j'ai dit que je n'étais pas très cinéphile, c'est vrai, mais je ne suis pas cinéphile. J'aime le cinéma, je vois pas mal de films, mais je ne suis pas cinéphile. Quelle différence vous faites justement ? Parce que ça, c'est une phrase aussi, moi, que j'ai trouvée très intéressante et formidable. Quelle est la différence entre, pour vous, être cinéphile et aimer le cinéma ? Être cinéphile, c'est pour... on en connaît des cinéphiles. Bertrand Tavernier est cinéphile, par exemple. Je le connais bien, on est copains. Mais on nous confond d'ailleurs tout le temps. Et voilà. Oui, c'est formidable. Moi, on m'appelle Tavernier, lui, on l'appelle Blier tout le temps. Et quand on se revoit, on se voit de temps en temps, on se raconte les histoires qu'on a pu nous raconter, que les spectateurs qui se trompent dans la... Un jour, j'étais sur un marché comme ça en Bretagne, et je faisais mes courses, et j'achetais mon andouille de Guéméné, évidemment, et il y a une dame assez élégante, enfin, genre comme on rencontre en Bretagne pendant les vacances, quoi. Elle vient vers moi très sérieusement, et elle me dit « Vous êtes Bertrand Tavernier ?» Je lui dis « Ah non, madame, je suis désolé, non, je ne suis pas Bertrand Tavernier. » Elle me regarde, elle me fait « Vous êtes sûr ?» C'est magnifique. Et depuis, honnêtement, j'ai un doute. Il faut que je raconte ça à Bertrand Tavernier, je ne l'ai pas encore raconté, mais c'est magnifique. Génial. Ah ouais. Donc voilà, donc je ne sais pas sur quelle question je m'étais lancé. Entre être cinéphile... La cinéphilie, c'est un amour passionné du cinéma.
qui va jusqu'à la maniaquerie. C'est-à-dire qu'on peut voir 14 fois le même film de Robert Parrish, c'est le cas de Tavernier par exemple. Bon, voilà, c'est tout. Alors qu'il y a des gens qui aiment le cinéma et qui peuvent dire, bon, bah, c'est vrai que Hitchcock, c'est génial, mais il y a des Hitchcock qui tiennent pas la route, ou qui tiennent moins bien la route que d'autres. Parce que le cinéma, c'est comme ça vieillit, ça bouge. Alors que, on peut dire que, par exemple, Citizen Kane, ça bouge pas. Ça risque de pas bouger pendant longtemps. Voilà, le cinéma, pour moi, c'est un moyen d'expression magique, mais c'est pas l'art majeur absolu. Pour moi, l'art majeur absolu, c'est l'écriture, c'est le livre. Parce qu'un livre, c'est rien du tout. Vous pouvez faire cadeau d'un livre à quelqu'un et lui sauver la vie. Alors qu'un film, c'est difficile. Mais c'est beau d'aller au cinéma et de voir des films. Maintenant, on ne va plus au cinéma. Parce qu'à chaque fois qu'on va au cinéma, on est coincé entre 4 mecs qui mangent des seaux de pop-corn comme des ruminants, c'est absolument épouvantable, et qui répondent à des SMS sur les portables. Alors bon. D'autres questions? Oui, bonsoir monsieur. J'aime Bonsoir. beaucoup ce que vous faites, comme on dit. Pas tout, mais beaucoup. Et Moi non plus, pas tout. Hein. Ah bon, d'accord. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vos choix de musique dans les films. Et ça me rappelle une critique que j'avais lue d'un film dont j'ai oublié le nom, mais tout le monde va s'en souvenir quand on sait qu'il y a un patron de Pardieu, sa femme Carole Bouquet, Ouais. et Josiane Balasco, la secrétaire. Trop belle pour toi, oui. Voilà. Et j'avais lu dans cette critique, il y a très longtemps, que le personnage principal du film, c'était Schubert. Alors, que pensez-vous de cette affirmation? Et parlez-nous un peu de votre façon de choisir vos musiques de film. Oh, c'est toute une histoire. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est Dans Trop belle pour toi, il y a eu un truc qui s'est passé assez rare. C'est que j'ai pensé à Schubert, particulièrement à son œuvre pour piano, avant même d'écrire le scénario. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée du film, qui est très simple, hein, qui se résume en 2 minutes. Un homme trompe sa femme, avec une autre qui est moins belle. Voilà, bon, voilà, c'est pas d'une originalité. Bon. Et donc, pour raconter une histoire comme ça, il fallait être aidé par des copains. Donc, j'ai pensé au vieux Schubert. Et j'ai commencé à écrire des scènes avec le casque, en écoutant du Schubert au casque. Et donc, et petit à petit, c'est devenu... au bout de 3-4 scènes, c'est devenu un compagnon de travail. Comme je me suis mis à collectionner la totalité des CD qui étaient sur le marché pour savoir ce que j'allais utiliser. Et on a fait le film, j'ai écrit le scénario avec la musique dans la tête, et on a tourné le film avec pas mal de musique sur le tournage. Par exemple, il y avait des plans où Depardieu me disait « Mets-moi un petit peu ton Schubert, là, parce que je ne sais pas comment je vais les jouer. » Alors, il n'avait pas à le diriger. Je lui mettais le disque du 3e impromptu de Schubert. Et il me disait, c'est bon, elle a écouté 1 minute, 30 secondes, c'est bon, tu peux demander le moteur. Pas à diriger, rien, c'était Schubert qui faisait le boulot. Donc c'était extraordinaire. Et donc, et à la fin, évidemment, en plus, comme dans le film, le personnage que joue Gérard a un enfant qui fait du piano et qui travaille Schubert. À la fin, il peut se permettre de dire, le dernier plan du film, il me fait chier votre Schubert, il le dit à la caméra. Et le film s'arrête là-dessus. Autre question? Mais j'ai des réponses sur toutes mes musiques. Chaque film est une aventure musicale, parce que le cinéma est très proche de la musique. Et donc, il faut trouver des musiques, et donc, ou des styles de musique. Donc, parfois j'en trouve pas, parfois je le trouve après au montage. Mais c'est bien quand on peut avoir l'idée avant, parce que ça inspire pour tourner certaines choses. On ne tourne pas en musique, mais on met les musiques avant, pendant les répétitions, et après on tourne sans musique. Mais on a une, comment dirais-je, une inspiration, surtout pour les acteurs, et pour la manipulation de la caméra, c'est très agréable. Autre question, il y a là, au milieu. Oui, bonsoir. Je suis là. Oui. Bonsoir. Non, surtout, c'était au sujet du fait que le cinéma peut pas
aider, vous avez dit dans la vie, ou quand même sauver une vie. Alors, je ne suis pas trop d'accord parce que votre film sur les cancers, là, le bruit des glaçons, Oui. ça m'a illuminé. Ah bah Parce tant que- mieux. Alors, là, Absolument. Alors, pas sauvé parce que, bon, mais quand même, je trouve que c'était une approche justement à la maladie vraiment géniale. Donc, je voulais savoir si c'est vrai que c'est pas le fruit d'une expérience à vous, ou quand même de votre entourage, et comment vous êtes arrivé à la concevoir de façon aussi magique. bah, écoutez, comment dirais-je, c'est un film de la maturité. C'est un film que j'ai fait à un certain âge quand même. Parce que c'est une idée que j'avais eue il y a très longtemps. J'avais eu cette idée pendant le tournage de Tenue de soirée. J'ai eu l'idée de cette visite du cancer. C'est la visite du cancer quoi, qui vient se présenter. Et donc, et j'avais raconté ça à 2-3 copains qui m'avaient encouragé violemment à le faire, en me disant tu peux toujours essayer de l'écrire, mais tu n'arriveras jamais à le tourner. Et donc je ne l'ai jamais écrit. Et puis un jour, il y a quelques années de ça, dans un moment de découragement, où je n'arrivais pas à faire les films que je voulais faire, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire un film dont je suis sûr qu'on ne le fera jamais, parce que c'est un film, c'est cette histoire de cancer. Et si jamais on ne fait pas le film, je ferai la pièce, parce que ça pouvait s'adapter au théâtre, certainement d'une façon très simple. Et donc j'ai écrit le scénario très facilement, voilà, sur cette idée qui est une idée très simple. Bonjour monsieur, je suis votre cancer, et je viens vous présenter. Bon, voilà. Après, on déroule. Quand on a une idée comme ça au départ, il n'y a qu'à dérouler le câble. Hein. Derrière, il y a une histoire très simple. Alors on choisit est-ce qu'ils doivent mourir à la fin ou pas. C'est assez délicat, mais autrement, il y a forcément comment dirais-je, 2-3 choix à faire avant de commencer à écrire, à savoir quel âge a le personnage principal. Et puis ensuite, voilà, j'avais pensé à Depardieu évidemment pour ce film, mais je me suis dit très vite que c'était plus intéressant de prendre un homme plus jeune, que c'était plus dur, plus violent, plus injuste d'être attaqué par un cancer à 40 ans qu'à 65. C'est pour ça que j'ai pris Dujardin. Enfin, je lui ai proposé, il a accepté. Parce que c'est injuste que Dujardin ait un cancer, quoi. Gérard, on se dit, bon, avec ce qui picole, ça surprend personne, mais on a peur pour lui, d'ailleurs. Mais c'est ça, la vie. Ouais. Cela dit, Dujardin, il boit pas mal aussi. Hein. Non, mais justement, en ayant vécu la situation, pas sur moi, mais dans mon entourage, c'était quelque chose que j'envisagerais de voir s'il m'arrive un cancer, parce que je trouve ça vraiment incroyable, trop intelligent aussi, parce que... C'est un drôle de truc. Bah, c'est-à-dire qu'on a tous été confrontés à cette maladie, on a tous perdu du monde comme ça. Et donc, évidemment, et on a peur de ça, on a peur de cette maladie qui se guérit de plus en plus quand même, il faut le dire. Mais c'était un film à la limite pas faisable, mais on l'a fait quand même. Et tout le monde me disait, tu n'y arriveras pas, ne fais pas, personne ne financera ce film. Et en effet, personne ne voulait le financer, mais on a quand même trouvé et on l'a fait. Et c'est quand même un peu un miracle. Il y a une autre question là. Oui, Bonsoir Monsieur Tavernier. Bonjour. Vos films sont toujours très originaux dans la production française. J'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres réalisateurs français ou étrangers avec lesquels vous vous sentez particulièrement en phase, genre comme une famille de réalisateurs. Vous savez, les metteurs en scène entre nous, on se fait pas beaucoup de cadeaux. Hein. Non, mais je suppose que... Alors, je peux vous répondre, bof, oui, il doit y en avoir. Ouais. Non, il y a toujours eu des metteurs en scène que j'aimais. Mais disons que j'ai quand même été marqué par des maîtres qui ne sont plus là, donc... Aujourd'hui, je ne vois plus exactement les mêmes films que je voyais quand j'avais 30 ans. Mais bon, j'aime beaucoup les films de Jacques Audiard. Il y a plein de gens que j'aime. Enfin, plein, pas plein, non, mais il y a Jacques Audiard. Ouais. Pourquoi Audiard?
Bah, c'est quelqu'un qui fait, qui fait bien le métier, qui a du talent, qui met les mains dans le cambouis, qui nous parle de nous, de notre société. C'est un metteur en scène qui fait très sérieusement le job, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'il est à la fois un auteur, fait un cinéma d'auteur, et en même temps très bien fait. Par exemple, son film sur les prisons, Le Prophète, bon, c'est un peu long, d'accord, mais c'est costaud quand même. Hein. C'est pas... Et le dernier, avec Marion Cotillard, qui est inoubliable quand même dans ce film, arriver à rendre une femme, elle est formidable, elle a toujours été bien, mais la rendre aussi sublime, c'est d'un grand metteur en scène. Oui. Là au milieu. Bonsoir, mais j'ai un deuxième micro, je sais pas. J'avais deux questions, mais on vient de me précéder sur la deuxième, alors j'en ai trouvé deux autres. Qu'est-ce que ça faisait de tourner avec son propre père? Ça, c'était la première. Et puis la deuxième, avec quel acteur vous aimeriez tourner? Quel acteur avec lequel vous n'avez pas encore tourné qui vous intéresse beaucoup? Merci. Tourner avec mon père, il n'y a rien à dire là-dessus. On m'a souvent posé la question, j'ai toujours répondu de la même manière. Ça n'a rien d'exceptionnel. Quand on tournait ensemble, c'était lui l'acteur, moi le metteur en scène, et puis il avait confiance en moi, et il savait que je le dirigeais bien, que j'étais plus sévère d'ailleurs peut-être que d'autres metteurs en scène. Mais c'est tout, voilà. Ma seule difficulté, c'est que je ne pouvais pas l'appeler papa sur le tournage. Parce que ça faisait un peu niais devant mon équipe quand même. C'était mon seul problème, c'était ça. Alors je venais le voir, je disais, on est prêt. Alors il se levait, il venait, mais... Voilà, c'est un peu ridicule. Mais moi j'aimais beaucoup tourner avec lui, et particulièrement dans Buffet froid, où il a été, on peut dire, d'anthologie. Quand même, comment il tuait les gens, c'est magnifique. Avec qui j'aimerais tourner? Bah, je ne sais pas, j'ai pas de... Tous les très bons. Tous les très bons. Moi, j'en ai fait pas mal, hein, déjà. Là. Il y a des acteurs que j'ai ratés, que j'ai pas pu avoir, comme Belmondo, par exemple. J'ai essayé beaucoup de faire des films avec Jean-Paul, mais comme il était très paresseux, il voulait pas faire de films difficiles, films d'auteur, ça c'était pas son truc. Donc il me disait toujours non. Puis finalement, il est venu dans les acteurs. Il a fallu le supplier. Et il est venu quand même. Et c'était merveilleux. J'aurais adoré faire des films avec lui, mais voilà. Mais sinon, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs. On n'a aucun problème d'acteurs en France. On a beaucoup d'acteurs et d'actrices magnifiques. On a moins de stars. C'est-à-dire que les stars ont disparu un petit peu. Il y a des acteurs connus, mais il n'y a plus le côté que j'ai connu quand j'étais jeune, où on allait voir le dernier film de Delon, le dernier film de Belmondo. Tout le monde y allait. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Une nouvelle question là-bas. Bonjour, excusez-moi. Pardon. Je vous vois pas. Où est-ce que vous êtes? Là, pardon. Oui, d'accord. Donc, je me demandais si vous aviez un nouveau projet de film et si vous alliez... Si quoi? Si vous aviez un nouveau projet de film. Ah oui, mais je ne vais pas en parler. Oui, non, c'est surtout, est-ce que vous êtes encore attaché à la pellicule ou vous allez passer au numérique? Écoutez, on va tous passer au numérique. On est obligé parce que la pellicule ne va plus être fabriquée. Mais ce n'est pas un problème. Je pense que ce qui compte, c'est ce qu'on raconte. Et les progrès techniques sont tels qu'il y a actuellement un monsieur qui s'appelle monsieur Beauviola, qui est un grand inventeur de caméras, le plus grand inventeur de caméras du monde. Et il est en train de fabriquer, c'est lui qui a fabriqué toutes les petites caméras numériques, pas numériques, etc., légères qu'on utilise aujourd'hui. Il est en train d'inventer une nouvelle caméra numérique qui réutilise les défauts de l'argentique. C'est-à-dire, en fait, les vibrations occasionnées par la boucle de pellicule qu'on avait dans les caméras avant. Il y avait toujours, ça n'était jamais très stable.
Or, quand on voit des films aujourd'hui dans les cinémas, on voit des projections en numérique, c'est une projection parfaite, on n'a jamais vu aussi bien. On voit sur les génériques que les lettres ne bougent pas, tout est impeccable. Or, ce qui nous manque, c'est les défauts de l'argentique, c'est-à-dire ce petit miracle extraordinaire qu'il y avait dans la pellicule 35 mm, qui faisait que c'était pas parfait, mais c'était magique. Et ce monsieur Beauviola, il est en train de recréer avec une caméra numérique les défauts de l'argentique, c'est-à-dire qu'il va la faire un tout petit peu trembloter, bouger, avec des petits accidents microscopiques. Et il est probable qu'elle est en service, la caméra, je ne l'ai pas vue encore, mais je sais qu'on va peut-être retrouver à la fois les avantages du numérique et les avantages de l'argentique. Et à ce moment-là, le problème sera résolu. Mais j'ai lu dans la presse un article extraordinaire sur ce metteur en scène, ce grand metteur en scène chinois, là, qui a fait un film énorme. Il voulait tout faire en argentique, avec Fuji. Et au bout d'un moment, il a tourné 6 mois. Au bout de 6 mois, la maison Fuji lui a envoyé un texto, un mail en lui disant « on ne peut plus fournir. Il faut terminer votre film en numérique ». Comment il s'appelle? C'est le grand... Carway. Donc, c'est plus possible de tourner... Vous pensez que la maison Kodak a fait faillite, quand même? C'est quand même très étrange. Ils ont été mauvais, c'est parce qu'ils ont été mauvais, ils n'auraient pas dû faire faillite. Je me suis acheté les mêmes lunettes que Vincent Payon, regardez. Elles sont bien, hein? Il y a une question là sur... Bonsoir. Je n'ai pas vu tous vos films, loin de là, mais en tout cas, ceux que j'ai vus, il y a quelque chose qui me frappe, c'est évidemment ce goût pour la provocation et pour ces univers un peu hors normes, limite déviants. Et je voudrais savoir d'où ça vient, cet attrait pour voilà, ce côté un peu hors de l'ordinaire. Vous en parlez comme d'une maladie un peu. Ah, pas du tout, au contraire, je trouve ça très... D'où ça vient, attrayant. on ne sait pas d'où ça vient, ces choses-là, on ne sait pas. C'est une tendance. C'est une espèce de bizarrerie de la pensée ou un sens de l'humour particulier que j'essaye de développer contre vents et marées. Bon, c'est vrai que mes films sont un peu bizarres. Mes films sont quand même assez réalistes, mais c'est un réalisme un tout petit peu arrangé. C'est-à-dire que s'il y a une rue, il n'y a pas de voiture dans la rue. Je ne vais pas tourner... si je tourne place de la Concorde, il faudra qu'il n'y ait pas de voiture. Donc j'y tourne pas. Mais tout est comme ça. J'aime bien... Je trouve que le cinéma, c'est fait pour faire des choses extraordinaires. Si c'est pour faire la même chose que ce qu'on a tous les jours dans la rue, bon, on peut faire des beaux films quand même. Il y a eu le néoréalisme et tout ça, bien sûr. Mais moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai envie de montrer des choses... bizarre, pas trop bizarre non plus parce que ça désarçonne tout le monde, mais j'aime bien que ça soit un peu bizarre. J'aime beaucoup Buñuel par exemple, je m'en suis beaucoup inspiré, j'ai beaucoup pompé à Buñuel. Parce qu'on pompe, hein, les metteurs en scène, ça pompe. Évidemment, c'est fait pour ça, hein, le cinéma. On le montre à tout le monde, alors évidemment. Mais enfin, il faut pas copier, faut pas copier-coller, mais... Devant une question. Bonsoir. Je me souviens qu'à l'époque de la sortie des acteurs, vous aviez dit voilà, j'espère que ça va pouvoir marcher parce qu'ensuite je vais faire les actrices. Oui. Alors je voudrais savoir ce qu'est devenu ce projet puisqu'il ne sort pas. Ça n'a jamais été un projet, c'était bidon. Ah. C'est-à-dire que j'avais prévu ça pour répondre aux journalistes parce que je me disais ils vont me dire pourquoi vous faites un film sur les acteurs et pourquoi encore une fois il n'y a pas de femmes. Alors j'avais dit, je vais faire les actrices après, mais je n'avais pas l'intention du tout de le faire. D'ailleurs, on ne peut pas faire un film sur les actrices de la même manière que sur les acteurs, parce que les acteurs, ils peuvent se balancer des vannes terribles entre eux, mais les actrices, non, on ne peut pas. Hein? Je sais pas, c'est pas moi qui peux répondre, c'est vous. Non, j'avais entendu une question par là, je croyais que c'était vous. Non, il y a une question plus haut là-bas.
Rebonsoir. Quel a été pour vous le scénario le plus difficile à écrire? Il y en a que j'ai pas terminé. Il y a, par exemple, Mon Homme, j'ai tourné le film sans avoir le scénario. Quasiment, je m'en suis pas sorti. Et Préparez vos mouchoirs a été très long, très difficile. Et je pense avec le recul que, en fait, j'aurais dû écrire le livre. Si j'avais écrit le roman, ça aurait été plus facile et je pense que le film aurait mieux marché. Parce que c'est quand même un drôle de scénario. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'aime bien le film, mais j'ai eu un mal fou à m'en sortir. Mais il y en a d'autres certainement. Mais en général, j'écris assez facilement, mais là, il y en a quelques-uns qui sont plus longs à venir quand même. Par exemple, Le bruit des glaçons était très facile à écrire. Simple, hein, c'est une histoire simple, mais... Tenue de soirée, très facile aussi. D'autres, Trop belle pour toi, par exemple, c'est un scénario, moitié scénario, moitié roman, que j'écrivais presque pas pendant le tournage, mais juste avant. J'ai terminé le scénario 3 jours avant de commencer le film. Et par la suite, j'ai tout changé au montage. C'est-à-dire que j'ai pas du tout respecté le scénario. J'ai mis des scènes de la fin au début, etc. C'est très curieux. Une autre question au milieu. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez senti une différence dans la façon de filmer entre les années 70 ou à l'époque des valseuses et maintenant, et s'il n'y a pas un poids actuellement pour parler plus politiquement correct, on va dire, et qu'il y ait moins de liberté de ton, en fait. Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup moins de liberté de ton, mais c'est de notre faute. C'est de la faute des metteurs en scène qui, je crois, sont fatigués. Le cinéma est fatigué, probablement. Le cinéma mondial. Hein. Nous, ça va pas trop mal en France, mais en Amérique, c'est catastrophique. Quand on voit ce qu'ils font, on est quand même assez navré. Mais je pense qu'il y a quand même eu une grande époque dans le cinéma où il y a eu des grands metteurs en scène qui ont pris la liberté. Qui ont pris la liberté de faire des choses. Et qui souvent, ils ont eu des problèmes avec les censures, mais ils ont fait... Quand Bertolucci fait le dernier tango à Paris, il demande l'avis à personne, hein, il le fait, bon. Et c'était quand même pas évident. Et cette époque-là était merveilleuse, où il y avait des films comme ça, comme La Grande Bouffe, ou bon, c'est pas forcément des films qu'on aime, mais des films qui ont été faits, qui ont été, bon... ou même le Kubrick Orange Mécanique, qui à l'époque était considéré comme un film très violent. Il l'était d'ailleurs. Tout ça faisait que on se sentait partir dans une aventure qui en valait la peine. Aujourd'hui, tout le monde est un peu fait le dos rond, on s'arrange pour que ça... tout ça, c'est un peu... on est centre-gauche, quoi. Moitié centre-gauche, moitié centre-droit. Il n'y a pas ce côté... il n'y a pas... C'est ce besoin de tout casser qu'il y a eu dans le cinéma entre 1960 et 80. D'où ça vient, à votre avis? Je ne sais pas, je pense qu'il faut réfléchir aux moyens d'expression lui-même, il faut réfléchir à l'industrie du cinéma, il y a certaines théories qui courent actuellement sur le cinéma américain et qui prétendent que c'est Spielberg, enfin les grands succès de Spielberg qui ont tué le cinéma américain. Parce qu'il a inventé le blockbuster. Avant, il n'y avait pas ça. Il y a eu autant d'emporte le vent, d'accord, mais maintenant, c'est une industrie qui met tout là-dessus. Donc, et donc, il a fallu qu'il y ait La Guerre des Étoiles et les grands succès de Spielberg pour que l'industrie américaine se mette à rêver à faire des profits absolument phénoménaux. En France, on n'a pas eu tout à fait ça, mais on a suivi un peu la politique américaine. Et puis, il y a eu surtout la politique française qui a consisté à se faire financer les films par les chaînes de télévision, qui est très astucieuse. On est les seuls à avoir vraiment mis au point. Mais, en contrepartie, c'est la création d'une nouvelle censure, d'une nouvelle forme de censure, qui est la censure des chaînes de télévision. Les gens qui dirigent les chaînes de télévision
ne sont pas des très grands aventuriers, sinon ça se saurait. Donc, nous autres, les metteurs en scène, on a tendance à s'arranger avec tout ça pour continuer à faire des films sans tout casser, sans être brûlé en enfer, etc. Me semble-t-il. C'est une maladie du confort. En tout cas, pour la France, parce qu'on fait beaucoup de films en France quand même, on n'est pas à plaindre. Alors il faut peut-être attendre d'avoir un certain âge, ce qui est mon cas, pour faire un dernier film. Faire son dernier film, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on ne va plus en faire après, donc on ne craint pas les retombées. Et c'est comme le premier, moi j'avais dit à mon producteur qui m'a produit Les Valseuses, qui était quand même souvent en colère après moi parce qu'il trouvait qu'on tournait trop. Et je lui avais dit, c'est mon premier film, il ne faut pas faire les premiers films parce que nous on s'en fout, le premier on se dit on en fera un. Donc on n'a pas de problème pour la suite. Le premier et le dernier, c'est les plus dangereux des films. Il y a une question en bas et puis une question en haut. En bas, oui monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez dit une fois que si vous aviez un dernier film à faire... Plus fort, rapprochez-vous dans le micro. Si vous aviez un dernier film à faire, ce serait sur votre père. Donc... Oui, j'ai dit ça ? Ouais, une fois. Oh, bah j'en dis, hein. Comment vous envisageriez les choses? Oui, mais j'ai pas... Oui, c'est une idée qui m'a un petit peu... Il y a longtemps que j'ai dit ça? Non. Pour Trop belle pour toi, oui. À ce moment-là. Non, je pense que... Parce que j'avais une histoire que je voulais tourner où j'aurais eu un personnage d'acteur qui aurait été sans doute joué par Gérard Depardieu d'ailleurs, et qui aurait été un peu un hommage à mon père, qui aurait été un acteur dans le genre de mon père. Bon. Et puis c'est une idée que j'ai toujours dans mes tiroirs, mais que je n'ai pas, sur laquelle je n'ai pas réfléchi depuis un certain nombre d'années. Par contre, il est possible que par le biais de l'écriture, sous la forme d'un livre, j'écrive quelque chose où il serait fortement question de mon père, qui a été quand même l'homme le plus important de ma vie. Donc, il serait normal que j'écrive sur lui. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais j'y pense. Puisque vous n'êtes pas à votre dernier encore. Pardon ? Puisque vous n'êtes pas à votre dernier film. On n'en sait rien, mais j'en ai fait assez. Je peux encore en faire. Là, j'en ai écrit un. Là, j'espère bien le tourner quand même. Tout qui est assez effrayant. C'est un film épouvantable. Alors là, je viendrai le présenter à Toulouse. Ouais. Et vous me jetterez des pierres. Pas du tout, la salle sera pleine comme ce soir. Il y a une question au milieu, en haut. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question concernait les titres de vos scénarios, les titres de votre roman et le titre du film. Quand est-ce que vous choisissez le titre? Est-ce que vous avez toujours gardé le titre de départ en fonction de l'écrit lorsque vous êtes passé au film? Et enfin, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter concernant un film, concernant un titre, comme la musique de Schubert par exemple, puisque chaque titre au niveau des films... J'ai pas des anecdotes, mais j'ai un cahier, j'ai un classeur qui est plein de titres. Je crois qu'il y a 150 pages de titres. Mais sur chaque page, il y a 80 titres. Hein. Attention, ça rigole pas, hein. C'est bon. Donc ça veut dire que j'ai cherché des titres beaucoup. Alors il y a des films sur lesquels j'ai pas cherché de titres, où on a été d'accord. Parce qu'il faut quand même être plusieurs, il faut se mettre d'accord à plusieurs pour un titre. Le titre, on le prend pas. Le metteur en scène ne choisit pas le titre comme ça. Il y a le producteur, il y a les autres partenaires. Donc, parfois même les acteurs ont leur mot à dire, parce qu'il y a des titres qui peuvent être désobligeants. Si on prend Catherine Deneuve, par exemple, et qu'on appelle le film La Grosse, par exemple, elle peut très bien avoir son mot à dire, quoi. Donc, il faut... Donc... Non, mais... Donc, j'ai eu des films où j'ai pas eu du tout le titre que je voulais, parce que on n'était pas d'accord. Par exemple, Tenue de soirée, qui va passer ce soir, il s'appelait pas Tenue de soirée au départ, il s'appelait Rimmel, qui était un titre merveilleux, beaucoup plus beau. Et malheureusement, j'avais regardé dans le dictionnaire Rimmel, je vois Rimmel, bon, pas de problème.
Or, il se trouve que quand on a voulu faire le film, mon producteur, qui était très à cheval sur les principes, il a découvert que c'était une marque, comme Frigidaire. Et donc, il a pris contact avec la marque, qui appartenait à un groupe très important américain de produits de beauté, et il a envoyé le scénario. Voilà, mais bien sûr, pas de problème, on envoie le scénario et on vous demande votre autorisation. On s'est fait envoyer dans les cordes, évidemment. Et après, on a cherché des titres pendant tout le tournage, et sur le thème de l'homosexualité, les titres, c'est pas ça qui manque. Hein. Donc j'en ai, mais alors j'en ai. Et finalement, je sais pas pourquoi on a choisi Tenue de soirée, je me souviens pas. Par fatigue. Mais j'ai eu des films, par exemple Notre Histoire, c'est pas du tout le titre que je voulais. Bon, très souvent, Buffet froid, je crois que j'ai 40 pages de titres. Finalement, on a choisi ce Buffet froid, c'est pas mal. Mais c'est bien, à l'épreuve du temps, c'est bien, mais au moment où le film est sorti, c'était pas un titre extraordinaire. Important le titre. Il y a une question encore, on va prendre les dernières questions parce que le temps tourne. Ici en bas, une au milieu. Quelqu'un a déjà le micro? Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, il y a une personne qui parlait du temps particulier de vos films, du temps décalé. Du ton? Du ton, ouais, ouais. Un petit peu en quatrième dimension parfois. Et justement, dans le film, par exemple, Préparez-vous mouchoir, où moi j'ai beaucoup aimé ce film-là, je voulais savoir si après le tournage, entre les acteurs et vous, le ton restait le même, ou si, disons, vous retombiez à des choses plus pragmatiques, plus normales, quoi. Bon, avec les acteurs, on a souvent des façons de parler un peu bizarres, hein. On est fait pareil. C'est-à-dire que là, les acteurs, c'était Depardieu, Devers, donc ils étaient bizarres quand même. Hein. Donc on était, après le tournage, toujours aussi bizarre. Je me rends bien compte quand je vais chez des gens que quand ils sont pas dans le cinéma, ils parlent pas de la même manière. Quand même. Nous, on est quand même des malades hein, dans le cinéma. On est très secoués quand même. Michel Serrault est pas mal aussi. Michel Serrault était très secoué, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, celui-là, j'ai bien eu la chance de tourner avec lui. Vraiment formidable. Il avait un truc formidable, Michel Serrault, qu'il était le seul acteur que j'ai vu faire. Et pourtant, il n'était pas sourd, mais il se penchait en avant. Quand l'autre parlait, il se penchait en avant. Ce qui lui donnait l'air particulièrement crétin et qui attirait le regard sur lui. Quand il disait rien, il faisait semblant, il se penchait pour écouter. Truc de vieillard, quoi. Mais il faisait ça quand il avait 30 ans, déjà. Mais quand il pose la question à la mère de l'enfant qui veut savoir où il est, justement, il fait ce que vous dites. Là. Il fait ça, oui. Oui, il lui pose une question complètement à côté. À partir de combien d'enfants peut-on considérer, oui. Voilà. Oui, oui. Et puis, après, il se penche et il attend la réponse. Il attend. Penché. Penché, ouais. C'est ça, oui. Ah, oui, oui. Il y avait encore une question? Là-haut, la toute dernière. C'est chaud, hein? Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si vous avez un acteur étranger avec qui vous auriez aimé travailler. Un acteur étranger? Oui, américain, anglais ou italien. Ou... Bah, j'ai travaillé une fois avec Marcello Mastroianni, ça a été merveilleux, un souvenir formidable. Voilà, mais sinon c'est difficile parce que j'écris beaucoup de dialogues et donc il faut quand même que les gens parlent la langue française d'une manière à peu près correcte, quoi. Bon, donc... mais avec Marcello, il parlait couramment le français, mais il avait quand même un accent italien. Mais je lui ai fait jouer un personnage d'émigré grec. C'était plus marrant que l'italien, je lui ai dit. Voilà.
C'était merveilleux, ça, c'était un acteur. C'était un des plus grands acteurs du monde, hein. C'était un type fantastique. Et il travaillait, un matin, je vais dans sa chambre, parce qu'on était dans le même hôtel à Marseille, et un matin, je vais boire un café dans sa chambre, et je vois le scénario. On avait des chambres côte à côte, il avait le scénario sur sa table, et à côté, il avait un petit Robert, ouvert. Mais je lui dis, pourquoi tu as un petit Robert? Il m'a dit, j'ai travaillé le texte, comprendre le mot. Mais je lui dis, tu n'as pas besoin de petit Robert, tu parles comme moi. Non, c'est pas pareil, parce que moi, je suis italien. Donc il étudiait le dialogue, il apprenait, et il regardait le sens des mots dans le petit Robert. C'est top. On va s'arrêter là. On vous remercie, Bertrand Blier, pour ce dialogue passionnant. On fait une petite pause et on se retrouve pour tenue de soirée. Bravo.